il est d'abord personnel et professionnel, jusqu'à il y a une bonne dizaine d'années, en tout cas jusqu'en cette année 2012, qui a été un peu l'année révélatrice pour moi, c'est-à-dire je n'avais absolument pas envisagé de faire un parcours politique, ni ne serait-ce qu'un investissement politique plus que autour d'une table entre amis. Et la campagne présidentielle de 2012 m'a fait ronchonner sur mon canapé. Alors j'ai toujours été, je pense, féministe dans l'âme, écologiste, c'est sûr. J'ai toujours voté vert depuis mon premier bulletin pour les européennes. Et c'est vrai que la candidate de LV à l'époque était Eva Joly. Et Eva Joly, pour moi, fait partie de ces grandes dames qui m'ont beaucoup inspirée. Je trouvais révoltant la condition médiatique qui lui était réservée parce que femme, parce que vieille, parce qu'étrangère, parce qu'intelligente, parce qu'avec un accent, parce que pour plein de raisons que je trouvais inadaptées par rapport à notre époque et profondément injustes. Et je pense que depuis toute petite, j'ai au fond de moi cette envie de justice sociale, d'égalité et de construire un monde meilleur où chacun et surtout chacune a sa place. Et donc voilà, je suis arrivée pour donner renfort aux équipes militantes sur place. Et je suis là, je le dis souvent, grâce à une loi, celle de 2002 sur la parité. Quand il a fallu constituer les listes pour les municipales de 2014, donc en 2013, parce que j'étais femme, parce que j'avais l'âge à peu près qui correspondait à ce qu'on attendait, et puis peut-être parce que par mon militantisme et puis par ma façon de m'investir, on m'a proposé de m'inscrire sur cette liste. Voilà, je l'ai accepté pensant que je n'allais jamais être élue. Nous avons fait un bon score, j'ai été élue. Beaucoup de choses ont été dites à ce moment-là, puisque ma jeunesse dans mon parcours politique ont fait beaucoup s'interroger, et enfin beaucoup interroger les hommes en tout cas. Il y en a de nombreux qui m'ont posé la question si je n'avais pas couché pour pouvoir avoir une place. Donc comme quoi, je trouvais que c'était encore une fois un enjeu primordial pour que des femmes telles que moi d'abord s'imposent en politique de manière correcte et donnent aussi envie et modèle pour toutes les jeunes filles et jeunes femmes, ou même celles plus âgées, qui veulent que les choses changent réellement. Voilà. Je suis aussi devenue mère dans un contexte un peu particulier, et là aussi, ma jeunesse, entre guillemets, en politique est singulière. J'étais certes élue, mais j'étais conseillère d'arrondissement seulement, en charge de l'égalité femmes-hommes et des luttes contre la discrimination. Alors certes, je pense que je me suis particulièrement investie, tout en gardant mon travail, hein, puisque on est rémunéré, c'était 200 € pour être totalement transparente. Donc j'avais encore mon travail à plein temps, mes 3 enfants, donc je faisais ça entre guillemets bénévolement. Mais c'est vrai que voilà, je me suis pleinement investie et si je me suis dit que d'abord je ne me suis pas trompée de parti. Je pense que j'appartiens à un parti où la place des femmes est importante. Il y a encore des choses à faire évoluer, bien évidemment, des axes de progression, comme on dit. Mais en revanche, c'est celui, je pense, qui est le plus avant-gardiste sur la parité réelle. Et on a d'ailleurs tout un calcul qu'on appelle la règle d'Hondt pour que les femmes soient candidates sur des postes éligibles et non pas seulement pour la parité en surface. Et voilà, on laisse aussi la place aux femmes, en tout cas on les forme en lien avec les valeurs que nous portons. C'est vrai qu'on a aussi une règle dans notre parti qui s'appelle le système de la fermeture éclair, c'est-à-dire que quand on est en réunion, quelle que soit normalement la réunion, si un homme parle, un autre homme ne peut pas parler à la suite. Il faut qu'une femme intervienne. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que justement, la prise de parole, ne serait-ce que dans un groupe mixte, et la prise de parole en public est plus compliquée pour les femmes que nous sommes. On nous a élevés en nous disant « sois belle et tais-toi ». Et c'est vrai que prendre la parole, on le sait,
est plus compliqué pour nous. Donc il faut à chaque fois mettre des leviers, des conditions pour que puisse permettre à ce que tout le monde s'exprime et s'exprime voilà, dans la même mesure, parce que nous avons aussi accompagné ce dispositif par un temps de prise de parole. Parce qu'il ne s'agissait pas d'avoir un homme, une femme, un homme, une femme. On s'est vite aperçu que les hommes prenaient aussi beaucoup de temps de parole, beaucoup de place, beaucoup d'espace. Donc il a fallu aussi réguler la prise des temps de parole. Donc voilà comment on procède désormais. Et c'est quelque chose qui me choque quand on n'est plus dans cette situation et que je reproduis en tant que mère souvent dans les réunions soit de majorité, soit même en réunion publique quand je considère qu'il y a eu trop de prise de parole masculine, et ça m'arrivait plusieurs fois, je le fais savoir. Donc ça choque souvent, mais je pense que cette prise de conscience est importante parce qu'il suffit juste de faire comprendre aux gens que non, seuls les hommes ne peuvent pas s'exprimer. Il y a besoin de partager cette parole, mais aussi la conception de la ville ensuite, et de la politique municipale bien sûr. Je pense que quand on est une femme, déjà on a souvent des remarques, des paroles blessantes, encore plus quand on entre en politique. C'est le cas quand on devient une personnalité publique, comme moi je peux l'être. Et effectivement, on est toujours confronté à un bras de fer avec les hommes. Ça peut passer par des petites phrases anodines, mais je le vois dès que je rentre en réunion, on me teste. Parce que je suis une femme. Est-ce que réellement je suis en capacité d'être là, de parler sur le dossier qui nous réunit? Ce test-là est souvent fait avec des hommes d'un certain âge, parce que c'est souvent les présidents, secrétaires, comptables des associations, même dans des milieux très féminins. Je pense à une structure qui accueille des personnes en situation de handicap la dernière fois, des choses très anodines mais qui disent beaucoup, où le personnel était exclusivement féminin, mais bien évidemment le conseil d'administration était tenu par 3 hommes, et 3 hommes d'un certain âge. Et effectivement, voilà, quand on a commencé la réunion, vraiment les questions étaient de l'ordre du test et entre guillemets aussi de la légitimité moi, en tant que femme, d'être sur ce positionnement de mère et d'assumer cette fonction de mère. Donc, il s'avère en plus que le handicap est un domaine que je connais bien, par ailleurs, professionnellement. Donc, ça a été assez facile de montrer, d'une part, que oui, j'étais en capacité de tenir une discussion, et que de deux, en plus, j'avais un réel portage politique sur ces questionnements-là. Mais voilà, c'est des choses qui sont aussi bien évidemment de mes collègues masculins. Encore hier en conseil d'arrondissement ou en conseil de Paris, où on coupe plus facilement la parole aux femmes quand elles parlent, où on tient des propos qui ne sont pas acceptables. On peut comprendre la contradiction, mais je pense qu'il y a encore un effet de domination chez les élus hommes qui perdure et qui est compliqué à s'en défaire. Ou encore une altercation avec un automobiliste dimanche qui m'a demandé pourquoi je me permettais de lui adresser la parole. Donc je lui ai dit que j'étais la maire d'arrondissement. Et ce monsieur, tout bonnement, m'a dit vous ressemblez à rien et vous avez un sac pourri, donc c'est pas possible. Voilà. C'est vrai que ce à quoi on s'attend par rapport à une fonction de maire d'une grande ville, puisque la 12e c'est 140 000 habitants, fait qu'on attend plutôt un homme. Statistiquement, ils ont raison. Et un homme, c'est pourquoi, encore tout à l'heure, dans la réunion précédente, on m'a appelée Madame le maire, et je reprends systématiquement. Et à chaque fois, c'est déjà une première forme de sexisme en fait. Et puis après, ensuite, effectivement, on est dévisagé
sur comment on se tient, comment on s'habille, les réflexions voilà, sur mes tenues, notamment sur Twitter. Quelqu'un qui va se permettre de dire que effectivement je ne suis pas assez sexy, ou que je suis trop sexy, ou que je suis en talons, ou que voilà. Et sachant qu'en plus effectivement mes talons sont désormais plus célèbres que moi, là aussi en termes de sexisme, je pense que j'ai eu droit quand même à 2 articles dans Valeurs Actuelles, ce qui fait que quand même ça pose une femme. Je pense que ces commentaires sur les habits d'une femme sont encore beaucoup trop présents dans notre société, et par tout le monde, et pas par tous les hommes, quelle que soit leur position, qui remarquent que j'ai telle robe à tel moment et je la remets dans un autre moment. Oui, effectivement. En plus, étant écolo, j'ai quand même aussi un devoir d'exemplarité dans tout, et aussi dans la manière dont je m'habille. Alors effectivement, je fais très attention à ce que j'achète par rapport à une éthique. Je ne commence jamais sur Amazon. Et surtout, effectivement, je suis aussi sobre dans mes achats par rapport à une volonté de respecter notre environnement. Mais ça, voilà, c'est des commentaires que je pense qu'un homme n'a pas, contrairement à une femme en politique. Et on le voit malheureusement tous les jours dans toutes les situations. J'ai balayé large, mais c'est aussi pour montrer que le sexisme, en fait, s'engouffre dans tous les domaines et dans toutes les remarques. La volonté est que la parité, elle soit dans les listes proposées. Là, elles sont dans la réalité de la composition de l'équipe, mais il suffit de regarder par exemple la composition de notre gouvernement. Même si la parité est respectée, on s'aperçoit en revanche que sur les délégations, là, la parité est beaucoup plus complexe. Donc effectivement, j'avoue que on a fait attention sur les répartitions des délégations, pour que chacun et chacune puisse voilà, trouver aussi moyen de s'exprimer. Sur la prise de parole, comme je l'ai expliqué avant, je fais extrêmement attention. Sur les représentations, moi il est hors de question qu'en tribune il n'y ait que des hommes. Et voilà, c'est une volonté aussi. Voilà. Sur la composition aussi de mon cabinet, qui est particulièrement féminin, mais paradoxalement, les délégations qui d'habitude peuvent être déléguées à une femme, je pense à la petite enfance, je pense aux affaires sociales, là ce sont des hommes qui s'en occupent. Voilà. Et des femmes, contrairement, qui vont s'occuper de l'urbanisme, qui vont s'occuper de la voirie et de l'aménagement des espaces publics. Voilà. C'est aussi être attentive à ça, même si je ne vais pas en faire, de toute façon je n'aurai pas le droit d'en faire une demande express, mais de voir que ces équilibres peuvent aussi s'opérer dans la manière dont on compose les choses, jusque dans la représentation politique que ça renvoie, mais aussi dans la composition technique qui assure toute la logistique, j'allais dire, de la politique municipale.